Joverlin Moïse, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore. Écoute, je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Et je profite de l'occasion aussi pour vous remercier de bien vouloir me recevoir ce matin. Vous avez passé le mandat de votre père au Canada ou en Haïti? Depuis 2015-2016, j'ai commencé à faire la navette entre le Québec et Haïti. Mon père était encore en campagne à cette époque. Et juste après qu'il s'était installé un peu le président, moi je me suis aussi, on va dire, installé un petit peu plus proche de lui à Port-au-Prince, mais je gérais surtout des affaires en province, surtout dans le nord, le nord-est. Donc voilà, je faisais surtout la navette. Généralement, être fils de président partout dans le monde ou dans presque ou dans de nombreux pays, le statut d'un fils de président reste ce qu'il est. Il y a des avantages, il y a des privilèges, tout ça. Et vous vous êtes installé en Haïti, c'était pour faire quoi? Eh bien, on est, comme vous le savez, mon père a été entrepreneur la plus grande partie de sa vie. Donc nous, on est une famille d'entrepreneurs. Dès le début, au plus jeune âge, moi, j'ai toujours été dans les affaires. Donc, j'ai commencé dans le secteur de l'agriculture pour ensuite traverser dans le secteur de l'énergie renouvelable, plus précisément le solaire, les panneaux solaires. Donc, moi, j'ai passé les 4 à 5 dernières années à construire, on va dire, la carrière solide que j'ai aujourd'hui, à construire une entreprise solide formée d'Haïtiens pour la plupart, mais aussi d'autres étrangers. J'ai beaucoup voyagé aussi pour rencontrer nos fournisseurs étrangers parce qu'on travaille avec les panneaux solaires, on les fait par partie, pas nécessairement. Donc, c'était pas mal ça, mon emploi du temps pendant les 4 à 5 dernières années. Oui, il y avait beaucoup de distractions, on pourrait dire, politiques, il y avait des privilèges aussi, mais j'ai su, tout comme la plupart des membres de ma famille, on a su rester concentrés sur nos carrières respectives et justement ne pas se laisser distraire par les privilèges. On savait que c'était éphémère, on savait que ça allait durer que 5 ans. Et vous avez joué le rôle de conseiller pour votre père, non? On a souvent discuté de sujets politiques, de sujets économiques, surtout de la politique internationale. J'ai pas eu de rôle de conseiller officiel, mais à chacune de nos conversations, on a toujours pris le temps de discuter de ces sujets et mon opinion était toujours très importante pour lui. Des fois, il m'appelait à minuit, 1 heure du matin quand il allait choisir un premier ministre pour avoir, on va dire, une opinion plus jeune pour comprendre. Parce qu'il faut dire, Haïti, c'est un pays très jeune. On parle d'un pourcentage très élevé de gens en dessous de 30 ans. Donc, lui, il voulait souvent avoir mon opinion pour savoir s'il va de bon train avec ses décisions. Et Joverlin Moïse est un technicien? Si oui, en quoi? En génie mécanique. En génie mécanique. Ok. Formé au Canada? Oui. J'ai effectué toutes mes études après le secondaire au Canada. Au Canada. Dans quelle université? J'ai été à l'UQAM brièvement pour étudier la sociologie en passant par le Cégep Saint-Laurent. J'ai étudié technique génie mécanique à l'école de lycée de l'équipement motorisé de Montréal et actuellement j'étudie en Business Foundation à l'université British Columbia, c'est à Vancouver. Lorsque là nous sommes dans la nuit du 6 au 7 juillet, quand votre père a été assassiné, est-ce que vous étiez à Port-au-Prince, vous étiez en Haïti? Oui, j'étais en Haïti. Je venais de rentrer de Caris. Caris, c'est une commune dans les montagnes du nord-est. Je venais de rentrer de Caris parce qu'on avait un gros projet là-bas, un projet centrale solaire de 300 kW. Je venais de rentrer, j'étais fatigué. Le mardi, j'ai passé le temps de me reposer. On s'est parlé, moi et mon père, plusieurs fois la journée du mardi. Et puis je lui ai demandé comme ça d'être prudent, comme d'habitude, je lui ai dit de faire attention. Il m'a donné le même conseil. J'habitais à Fort-Jacques, à une quinzaine de minutes de la résidence officielle de mon père. Une maison qu'on avait louée, moi et ma conjointe. Et notre fille aussi était avec nous à cette époque, le 7 juillet en Haïti.
Alors, jeune couple, je sais aussi que vous êtes père de famille, vous avez une fillette de 3 ans, si je ne m'abuse. Oui, 3 ans et 9 mois maintenant. 3 ans et 9 mois. À partir de quel moment vous avez appris la nouvelle de l'assassinat de votre père? Mais de très tôt, j'étais déjà en contact avec les membres de la famille et on va dire, les principaux responsables du palais national, de la sécurité présidentielle, avant même que ces gens-là, ils arrivent, soi-disant mercenaires, qu'ils arrivent à rentrer de la résidence. J'étais en contact avec ma sœur surtout. Mais j'ai évité de donner plus de détails par rapport au déroulement de cette soirée. Je vais rester vraiment sur la surface du sujet parce que il y aura beaucoup d'informations qui vont être utiles à l'instruction judiciaire. Donc, c'est des informations qui vont être utilisées justement à l'avancement de l'enquête. Donc, je vais faire très attention pour ne pas non plus donner trop de détails à la presse. Mais ce soir-là, moi, j'ai dû laisser ma maison, bien entendu, avec ma conjointe et ma petite fille. On n'a même pas eu le temps de la chausser. Et voilà, c'était impossible. J'ai essayé d'envoyer des agents de sécurité au début pour voir si moi je pourrais passer pour me rendre à la résidence de mon père. C'était impossible pour les agents de sécurité, donc pour moi aussi. Et je me suis conduit directement chez un ami en cas d'urgence, j'avais un plan. Et pour ensuite apprendre, pendant que j'étais chez cet ami, de ma belle-mère que mon père justement s'était assassiné. Et voilà, ensuite je me suis dit, bon écoute, il va falloir que je bouge si je veux garder ma famille en vie. Je suis resté très près aussi au téléphone de mon frère et ma soeur pour pouvoir avoir des nouvelles à chaque 5-10 minutes de comment ça avance et surtout la situation de ma belle-mère qui était blessée aussi. Et en chemin justement pour me rendre à l'ambassade américaine, on s'était pris une embuscade, ils ont tiré sur ma voiture. J'en ai pas vraiment parlé à la presse. Mais c'est juste pour dire que ça a été très, très dur, très stressant et choquant, cette fameuse nuit du 6 au 7 juillet 2021. Vous avez dit qu'on a tiré sur votre voiture? Oui, effectivement, avec ma fille à l'intérieur, et ma femme aussi, et quelques dames de service que je voulais pas laisser derrière moi, toute seule à la maison. Là, vous parlez pour vous répéter, de soi-disant mercenaires qui ont fait ça ou d'autres personnes? Non, on n'a pas pu identifier les gens. On était en route pour l'ambassade américaine. Donc, moi, je suivais le chef de mon équipe de sécurité. On n'a pas pu identifier les gens. On a fait des manœuvres de panique pour justement sortir de l'embuscade. On a réussi à le faire. Et voilà, c'est une histoire. En prenant le chemin de l'ambassade, est-ce que ça veut dire que que votre vie, en fait, que vous avez l'impression que votre vie était menacée? C'était pas une impression, c'était une réalité. Donc, je me rappelle la première fois que ma belle-mère m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, parce que j'ai essayé d'appeler tout le monde, surtout mon père, ma belle-mère, à maintes reprises. Et elle m'a dit, laisse-la où tu es. Et mais j'étais déjà parti aussi. Donc, c'est juste pour dire, on savait pas encore l'ampleur de la situation. On savait pas encore qui était derrière, qui était en train d'organiser ce qui se passait. Est-ce que c'était seulement mon père qui était visé ou toute la famille? Donc, il fallait prendre des dispositions, il fallait réfléchir rapidement et aussi agir rapidement. Mais vous avez confirmé l'information à quelle heure? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que votre père n'a pas réussi à vous parler? Puisque j'ai appris qu'il a pu appeler plusieurs autres personnes. Oui, dans la famille, j'imagine à l'instant, dans la maison où ça se passait, tout le monde essayait d'appeler tout le monde. J'ai pas pu parler à mon père malheureusement avant sa mort. J'aurais vraiment aimé. Mais lui, il était concentré sur le fait aussi d'avertir, j'imagine, les équipes de sécurité, la police nationale, l'armée d'Haïti, et pour se faire protéger, mais aussi faire protéger sa famille, y compris moi. Mais je ne me rappelle pas l'heure exacte. J'ai eu la confirmation de ma belle-mère que mon père est assassiné, mais voilà, ça a été un choc, comme je vous l'ai dit. Je me rappelle, j'ai demandé à ma belle-mère, et mon père, comment il va? J'ai pas eu de nouvelles, toujours. Il m'en a pas parlé. Et puis, pour me confirmer qu'il est très blessé. Je comprends ce que je lui disais, il est très blessé. Donc, voilà. Et il fallait justement garder la tête froide, ne pas l'annoncer à ma conjointe pour qu'on puisse rester le plus concentré que possible pour évacuer.
Mhm. Mais vous avez dit, en fait, vous venez justement de dire que vous détenez des informations que vous estimez importantes à ne pas vulgariser et qui peuvent être utiles si d'aventure il doit y avoir un bon procès pour votre papa. Oui, définitivement. Je crois que toute personne qui était directement liée à ce qui se passait à la résidence officielle de mon père, à Pèlerin-Saint, ils ont des informations, ils ont des détails, ils ont des personnes avec qui ils ont parlé qui, justement, avaient une version de l'histoire puis qui ont donné une autre version après. Moi, j'ai pris le temps tout de suite après, j'ai vite compris, j'ai pris le temps de noter ou même des fois d'enregistrer quelques conversations. Donc, j'ai donné toutes ces informations à mes avocats, à mon conseil d'avocats, et ils vont en faire bon usage, bien entendu. Et puis, nous, on reste disponible. Je pense que tous les membres de la famille restent disponibles justement pour pouvoir éclaircir la situation au moment opportun. À votre avis, il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués dans l'assassinat de votre père? À vrai dire, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est exactement pour ça que j'ai entrepris personnellement des actions judiciaires. C'est pour avoir la réponse. C'est pour que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Et il faut dire aussi que mon père, en tant que président, il avait des alliés, mais il avait des gens aussi qui étaient, on va dire, contre ses politiques. Et lui, il essayait, on l'a vu, j'imagine que vous lui avez parlé plusieurs fois, d'opérer des changements, on va dire, assez concrets dans le système politique ou même administratif en Haïti. Mais quand vous essayez justement d'opérer des changements pour aller à l'encontre du statu quo, vous vous mettez automatiquement en danger. Et mon père lui-même me disait que tout président qui allait opérer des changements, on va dire, favorables au peuple haïtien, se met fatalement en danger. Donc, c'est une phrase qu'il nous répétait tout le temps. À votre avis, est-ce que votre père avait des soupçons qu'il était effectivement menacé et qu'à n'importe quel moment, il pourrait être assassiné? Est-ce qu'il vous a fait des confidences ou encore est-ce qu'il vous a révélé des choses de ce genre? Non. Les semaines, j'essaie souvent de penser aux semaines qui précèdent le 7 juillet. Il était vraiment très normal, mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaillait sur de très gros dossiers, de très grands dossiers qui pourraient vraiment... on va dire, fâcher quelques personnes puissantes, quelques personnalités puissantes. Donc, mais il savait dès le début que c'était un travail assez difficile, aller contre le courant, parce que la situation, on va dire, lamentable dont le pays se trouve existait déjà avant l'élection de mon père. Donc, il savait aussi que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes. Donc, essayer de changer cette situation, peu importe la façon, voilà, il y aura des réactions. Mais imaginez qu'il y aurait des réactions aussi violentes. Moi, personnellement, je n'avais jamais imaginé. Là, mais vous dites qu'il travaillait sur certains dossiers qui pourraient nuire à des secteurs. À votre avis, c'était quel genre de dossier? Bon, écoute, on peut regarder les réformes que mon père il préconisait depuis le début de son mandat. Une nouvelle constitution, l'électrification, les infrastructures. Donc, c'est les bases même d'une société, je dirais. Ça n'a rien à voir avec du luxe. C'est les bases du progrès, c'est les bases du développement. Ce sont les bases du développement. Donc, voilà, c'était ces réformes. Mais l'acte même ce qui s'est passé le 7 juillet dernier, je déteste dire assassinat de mon père, parce que pour moi, des fois, c'est même pas vrai. Mais cet acte odieux nous porte clairement à penser qu'il était justement en train d'opérer des changements, on va dire, sérieux dans le système. Il était, on va dire, détenteur d'une vérité, d'une grande vérité, au point de mettre en colère les oligarques haïtiens avec leurs alliés nationaux et internationaux. Et moi, je me dis toujours, il devrait être vraiment désespéré pour avoir recours à une violence aussi féroce.
comment étaient les rapports entre vous et votre belle-mère, Madame Martine Moïse? Oh, c'était très bon rapport. Écoutez, mon père et ma mère se sont divorcés, j'avais 3 ans et demi, je crois, à l'époque. Ma mère était de voyage et tout, pour ses études à l'époque. Donc, une grande partie de mon éducation, je l'ai reçue de ma belle-mère. Et on est très proches, hein, en tant que famille. On dîne souvent ensemble, les anniversaires sont souvent fêtés ensemble, un petit groupe. Et voilà, on avait de très bons rapports et on développait aussi des rapports, on va dire, une relation commerciale aussi, parce qu'on est tous entrepreneurs. Donc, chaque personne dans son champ d'expertise essayait d'aider l'autre membre de la famille qui est dans les affaires. Donc, on est très proches encore jusqu'à présent. Joberlin Moïse, on va observer la pause et au retour, on va aborder l'aspect, je dirais, justice de la question. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez récemment constitué un cabinet d'avocats, et vous vous constituez en partie civile et parallèlement, si je peux le dire ainsi, Madame Martine Moïse s'est également constituée partie civile. On aura donc à voir ça dans un instant, tout de suite, je dirais, après la pause. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Joberlin Moïse est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce vendredi. Notre invité, Joberlin Moïse, fils de l'ancien président Jovenel Moïse. Merci de votre patience, Joberlin Moïse. Et Pas de problème. Et pour qui ça, l'ancienne première dame, lui constituer le parti civil et ou même ou constituer tout parti civil, ou un cabinet d'avocats qui a travaillé pour. Il y a un monde qui suit le déroulement enquête là, lorsque annonce ça est fait de façon séparée. Il y a un monde qui a même cru que c'est en démarche parallèle. Est-ce que c'est le cas? Si oui, pourquoi? Sinon, expliquez-nous. Écoutez, en fait, moi, j'ai senti que moi, gagné un devoir personnel envers papa, parce que, oui, c'est petite ligne. Donc, je considérais en Haïti que petite voulait dire Timon, mais c'est pas nécessairement. Timon, au moment privé, au grandi. Donc, en tant que citoyen responsable, majeur et chef et père de famille, donc, moi, j'ai décidé que je voulais particulièrement utile à papa, même là que il est mort. Donc, je devais directement mettre même dans le patte là. Et montrer tout que moi-même, personnellement, pas peur pour m'impliquer directement dans sa capacité, peu importe sacrifice qui est nécessaire. Mais il faut nous dire tout que ni moi-même, il faut te poser une question plusieurs fois déjà, surtout dans la presse internationale là. Mais il faut nous dire tout que ni moi-même, ni belle-même, nous tous deux à chercher le même résultat. Ok? Donc, ça qui expliquait que pas de sous première plainte là, c'est parce que, premièrement, pas dans Haïti pour les signatures. Même de recevoir documents avant même que le document déposé. Et belle-même est complètement en accord avec des démarches judiciaires que moi entrepreneur avec conseil d'avocat. Tout comme il a approuvé, hein, elle est en accord. Donc, et moi-même personnellement, je voulais rester concentré sur des démarches judiciaires sans en distraction politique. Et espérer dans un futur proche, mais un dossier ça en dimension internationale, parce qu'on a parlé quand même de crimes contre l'humanité. Donc voilà, faites très attention avec des marches, mais nous avons cherché le même résultat. Ou était quoi dans une justice, je dirais, impartiale? La vraie femme aux yeux bandés, est-ce que, ou quoi dans ça, jodian, et lorsqu'on apprend que cabinet, juge d'instruction cambriolé, qui ça dit? Bon, et m'espérer que
la machine judiciaire haïtienne n'a pas mesure justement pour faire lumière sur toute question. Moi, mon objectif, personnellement, moi, à chercher justice, à chercher vérité. Okay? Et c'est tout ça qui intéresse. Toute lumière doit être faite sous dossier. C'est objectif. Et aucun déni judiciaire non plus ne va pas accepter. Il n'y a aucune parodie, pour mon fait blague, aucune parodie judiciaire ne va pas accepter non plus, ensemble avec conseil d'avocat. Et pour l'instant, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien. Mais il faut faire sa responsabilité. Donc, c'est à eux-mêmes qui prennent la responsabilité pour faire travail. Et nous-mêmes, nous vraiment, on nous dit que nous vraiment prêtons attention à l'évolution et situation en Haïti, surtout cambriolage, bureau, juge de l'instruction, attaque tout. Plus, 2 attaques à l'intérieur d'une semaine sous machine juge d'instruction. Donc, nous vraiment faisons attention à l'extérieur pour nous être capables d'étudier les moyens, pour étudier les moyens que nous avons et justement modifier la stratégie. Mais pour l'instant, nous avons autant pour faire travailler. On espère qu'il y a de bonne volonté et que vous pouvez nous. Jovenel Moïse, pas porté président de la République, et je dis à nous avons un système judiciaire qui pourri, qui décrié. Je ne vais pas apprendre personne en rien. Mais en même temps, tout le monde qui estime que papa n'a pas fait grand-chose pour le système renforcé et qui était capable peut-être permettre que lui-même aujourd'hui en les jeunes justice. Par rapport à la critique ça qui ça que ou même au Kadi. Bon, premièrement, il faut dire que on t'a dit tout à l'heure dans l'introduction que c'est système politique là en Haïti était très endommagé, pour nous dire même inexistant depuis avant même que papa était le président. Et papa était toujours homme d'institution, il était toujours voulu que bagaille fait institutionnellement. Est-ce que lui-même il a pas réussi pendant un mandat de 5 ans renforcer tout système politique, ou on va dire l'exécutif, le législatif, et puis même pour renforcer le système judiciaire, est-ce qu'elle a bien fait ça? Je ne sais pas s'il continue à vivre, est-ce qu'il a bien travaillé sur ça? Je ne sais pas non plus, est-ce que c'est pas de priorité ça qu'il a gagné? Je ne sais pas rentrer là, c'est pas là. Mais en même temps, peu importe, difficultés politiques, économiques, judiciaires, que le pays a fait face ensemble avec eux, 5 ans qui sont passés, 30 ans qui sont passés, pas rien qui justifiait que des gens armés entrent dans la chambre et un président élu démocratiquement pour assassiner. Donc, il faut vraiment que nous restions concentrés sur la question même de l'assassinat. Est-ce que on va dire que parce que papa pas vraiment concentré sur le renforcement du système judiciaire, ça veut dire qu'il n'a pas mérité justice parce qu'il a assassiné dans la capitale? Je crois pas que c'est là nous. Je crois que nous vraiment voulons que la machine judiciaire, le peu qui reste, mettez ensemble justement pour voir si il y a un résultat qui est capable de battre sur ce dossier-là. Enfin, il y a un pile parole en pile. Son crime, nous t'a dit, multisectoriel ou encore multinational. Il y a un Américain là-dedans, il y a un Haïtiano-Américain, il y a un Colombien. Et là, me dit Colombien m'a parlé de mercenaires. Est-ce que mission juge pour déroulement d'un bon procès, est-ce que pas beaucoup plus compliqué que si c'était un crime et que c'est uniquement des Haïtiens qui étaient là-dedans? Ça, c'est pas bon point qui on nous dit un point pertinent, mais là, nous rentrons directement dans un sujet extrêmement juridique. Et je préfère discuter sujet juridique ensemble avec le conseil d'avocats. Et même, il y a cabri pour nous pour dire, en matière de droit, en matière de justice, qui ça la justice prévoit, les bons crimes qui fait sous territoire national, non, mais qui y a des étrangers qui involvent la donne. Donc, pas une réponse sur qui ça la loi prévoit sous ça. Mais une chose est sûre, on a parlé d'un crime dans le niveau international, Jean-François Zil. On a parlé d'un crime contre l'humanité. Soit regardé, tout le monde est capable de faire recherche pour regarder qui c'est un crime contre l'humanité. Et on va rappeler tout le monde que nous, tous en tant qu'êtres humains, nous en bas
les lois de la Déclaration des droits de l'homme. Et article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, il dit clair, il dit que tout le monde a droit à la vie et sûreté, et la sûreté même de sa personne. Tout le monde a droit pour vivre, et ceci avec sûreté. Donc, on nous dit, sous base de ça, les droits primaires même de mon père, ils violés. Donc, ça, on les dit, on a parlé justement de crime contre l'humanité. C'est un crime contre la personne même. C'est un crime contre le monde libre. C'est comme ça que nous devons. Et d'autant plus, il y a justement des acteurs directs ou indirects internationaux. Donc, voilà. On dit acteur, mais il y a des gens qui disent que il y a des instances qui étaient au courant, mais ils ont simplement tué les yeux, quitté sa fête. Est-ce que vous avez l'impression de ça ou même? C'est une réponse que nous allons gagner rapidement si nous atteignons l'objectif principal, nous, en tant que lundi, nous, je m'a parlé de moi-même, reste familial, et m'a parlé tout de conseil d'avocat. Donc, nous avons réponse ça rapidement si nous atteignons l'objectif, nous, qui c'est que lumière faite sous question. M'a évité, on nous dit, commenter toutes les informations qui sont dans la presse ou impressions de chaque monde. Parce que sinon, on entre dans ça, nous allons commencer dans un procès qui a fait devant la presse, sous plateau télévision avec des micro-radios. Donc, il est important que nous ayons aspect sérieux qui gagnent. Moi, c'est messagement ça pour tout le monde. Oui, nous avons des impressions. Moi-même, tout personnellement, moi, j'ai des impressions. Même pas avec impression, mieux, justement, nuit à progression enquête là. Est-ce qu'il y a des institutions qui te connaissent, qui pas réagir? M'imagine que si enquête là aboutit à un résultat comme ça, Mounsayo a obligé et on nous dit juger et condamner selon ça la loi prévoit, parce que au courant d'un crime, son participation, il ne faut pas essayer de camper ou bien ou pas même faire mon qui va subir crime non qu'on est que le bras de dans la première partie interview, parlez-nous de sécurité. En fait, vous avez gagné des mondes qui étaient affectés à la sécurité, c'est ça. Monde ça, supérieur hiérarchique, c'était qui est-ce? Écoute, m'a essayé répondre avec plus de détails. Il faut dire que monde qui est affecté à la sécurité, pas personnellement, et comme vraiment avec SEM, c'est l'unité sécurité présidentielle, les USP, et aussi des agents de l'USGPN, et aussi des fois des agents de CATSI, mais surtout les éléments effectifs dans de l'autre unité. Et supérieur hiérarchique immédiat, c'est justement les coordonnateurs, les responsables de chaque unité, et ensuite le coordonnateur même du palais national. Il y a des gens qui fait état de un pile d'argent qui t'a débloqué pour assassiner papa. Ou quoi dans ça tout même? Moi, pas quoi que l'impossible, ça c'est logique même, c'est bon entendement. C'est pas quoi que le possible pour une opération qu'on s'est planifiée, côté que gagner monde qui est étranger, qui vient pour la donne, des machines neuves, des quantités d'espace qui loué selon ça qui sortit dans la presse, juste à répéter, disons, ça qui sortit. C'est de l'information publique, ça m'a dit, voilà. Pas quoi qu'on bagaille comme ça qui a réussi pour assassiner pas un simple citoyen. Ok, mais on a parlé quand même de président élu d'une république libre. Donc, ce qui veut dire, pas quoi c'est un monde qui a 10 gouttes dans la poche qui a mis ton bagage comme ça sous pied. Donc, c'est sûr que il y a des investissements, on va dire, il y a des dépenses qui fait justement de grosses dépenses, pour réussir faire que attaque ça malheureusement les Russes. C'est une surprise pour vous, là, apprendre que des chauffeurs par rapport à impliqués dans l'assassinat? Ou encore, tu as même coopéré, en quelque sorte? Écoute, moi, surpris dans le sens que je ne pas attendre que nous ayons un bon côté, nous qui sommes arrivés dans un bassesse. Je sais pas, dans le niveau, ça, pas attendre que le monde arrive là, mais est-ce que c'est un individu que vous prenez ou bien vous accusez aussi même qui est pour être directement avec sa patiente? Là, comme par contre, c'est justement ça fait ma quête de justice, ma quête de vérité.
Mais là encore, c'est une question de logique. Si au cas rentrer en dedans résidence privée, papa, le président de la République est pour tuer dans l'État que nous, mais je pense que les téléspectateurs gagnent nous qui tombent sur photo, nous voyons qui État que qui est après. Donc, sûrement, il y a des gens très proches, on dit qu'il y a des gens de l'interne qui soit aidés ou qui complice dans cette passé. Mais on a quitté place à la justice pour faire travailler. La justice, justement, mais est-ce que le fils du président Baka dit satisfait, mais est-ce qu'au moins il y a apprécié des marches qui déjà faites? Est-ce que vous sentez qu'il y a des blocages quelque part pour enquête là avancer? En fait, dernier communiqué de presse que le conseil d'avocats m'a sorti, que nous partageons sur page moi et tout, page réseaux sociaux mieux. C'est justement pour demander une enquête administrative interne par rapport à, par exemple, cambriolage qui est passé, et nous parler tout de, on nous dit, inquiétude que nous avons par rapport à l'attaque qui a fait sous juge d'instruction, et peut-être l'autre bagarre qui a fait que nous pas même au courant. Donc, si c'est pour inquiet, oui, nous sommes très inquiets. Nous espérons que la situation a prémédié, et on nous dit, les membres de la justice qui travaillent sur le dossier ont réussi à joindre une certaine paix d'esprit pour travailler correctement. Mais même après répondre nous-mêmes, j'aimerais répondre tout à l'heure. Jusqu'à présent, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien. Mais ça n'a pas empêché que nous gardions stratégie nous pour nous essayer notre bagage que nous avons fait. Donc, moi-même, j'ai été très ouvert on va dire, à conseil que l'avocat mieux a besoin par rapport à la stratégie que nous n'avons pas adoptée dans la semaine qui vient. Est-ce que le juge l'a relé déjà, invité déjà? Est-ce que le parle avec vous? Juge qui est sous dossier? En fait, ça me pense que je vais pas discuter ensemble avec l'avocat sur ça. Il faut dire que ça remonte à 2 ou 3 semaines depuis que nous déposé plainte et que nous constituons une partie civile, mais il faut nous dire que 2-3 dernières semaines étaient très difficiles en Haïti. Grève et puis raté carburant et tout. Je pense que c'est ça qui fait que gagnons on dit un temps qui pile long qui passe pour traiter de moyens pour constituer une partie civile, mais jusqu'à présent, ni moi ni avocat ne pouvons recevoir aucune correspondance officielle de juge d'instruction, ni aucune communication avec.